est-ce que, j'en profite pour savoir, est-ce que François Jernigon nous a rejoints? Ah, il est là. Eh bien, alors merci beaucoup Éléonore. Et on va, avant de faire la pause déjeuner, inviter François Jernigon, qui est donc député de la première circonscription de Maine-et-Loire et secrétaire national Horizon en charge du handicap et de l'inclusion, à nous rejoindre, puisque nous avons la chance d'avoir cette visite. Et je crois que c'est Maëva qui va vous poser cette question. Quelle ambition pour l'école? Mais ambition, c'est compliqué. c'est un mot un peu compliqué pour Maëva. Alors, elle vous le demande avec ces mots. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de répondre à cette question à la fin de mon intervention. Ah, mais très bien. Très bien. De toute façon, on n'a pas le choix avec les politiques. Non, monsieur le président de la Fondation, monsieur le recteur de l'Académie d'Orléans-Tours, madame la rectrice la directrice de l'ARS, monsieur le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les TND, mesdames et messieurs les représentants du monde de la recherche, les représentants de l'école inclusive, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de m'avoir invité. Je regrette de ne pas avoir pu arriver plus tôt parce que je vois bien que cette journée est vraiment très intéressante. Je remercie Éléonore Ségard de rencontrer il y a quelques jours à l'Assemblée nationale quand j'organisais la projection d'un film sur la surdité des enfants. En tant que député de la Commission des affaires sociales, je suis très engagé sur le handicap et l'inclusion. Je suis amené à suivre de près les politiques du gouvernement et j'assisterai dans quelques jours à la CNH 2026. Mais je dois dire que votre démarche de penser les politiques publiques à partir de la recherche m'était quasiment inconnue. Cette journée nationale est donc essentielle car elle ouvre des perspectives méthodologiques intéressantes pour faire remonter les avis du terrain au travers des différentes enquêtes. Je voudrais vraiment saluer la démarche qui est la vôtre d'avoir mis autour de la table ce matin à la fois les représentants de l'administration centrale, la DITN, la DGGESCO et la DGCF notamment, et les représentants de l'État dans les territoires, au plus près des réalités du département d'Eure-et-Loir. Nous sommes tous d'accord, en effet, pour dire que l'école inclusive fait consensus, mais qu'elle ne bénéficie pas encore d'une réelle harmonisation et d'une réalisation satisfaisante partout en France. Les établissements sont confrontés à des enjeux spécifiques que seule une approche de terrain peut résoudre. Rechercher les leviers d'action communs à l'éducation nationale, aux services médico-sociaux, à l'ARS, aux départements, aux collectivités est donc, je pense, la bonne méthode. À ce sujet, j'ai appris beaucoup de choses ce matin, j'ai beaucoup lu aussi avant de venir, que l'Eure-et-Loir était engagée dans une démarche d'école pour tous, bien avant l'heure. Dès 2016, depuis, la France a été condamnée à 2 reprises par les instances internationales, d'abord par l'ONU en 2021, par manquement aux droits des personnes handicapées, en raison d'un recours trop systémique au placement en institution. Ensuite, en 2023, par le Conseil de l'Europe pour violation de la Charte sociale européenne en matière de handicap. Votre département avait des solutions dès 2016, comme le remplacement des IME par des DAM, les dispositifs d'accompagnement médico-éducatif, pour que les professionnels accompagnent les enfants directement dans leurs écoles. 10 ans plus tard, nous sommes en 2026, vous nous réunissez pour voir comment transférer un tel dispositif dans d'autres départements, et vraiment ça m'intéresse. Votre démarche est louable. Je tenais à la soutenir et vous rencontrer pour en savoir davantage. J'ai appris donc encore d'autres choses. Par exemple, que le premier mécanisme favorisant une scolarisation réussie chez l'enfant est celui du sentiment de sécurité et de stabilité. Les autres mécanismes sont le sentiment d'appartenance à une classe, à une école, où l'on partage des espaces communs, on apprend avec des outils semblables aux autres.
mais où les besoins spécifiques de l'enfant en situation de handicap sont reconnus et respectés. Ces apprentissages sont valorisés et soutenus. Et surtout, le simple fait d'être dans la même école que tous les autres enfants permet de se construire et de se projeter dans une vie future, entre guillemets normale, partagée avec les autres adultes et non plus en marge de la société. En d'autres termes, pour sortir du réflexe de l'institution, nous devons bel et bien démarrer dès l'école, car cette démarche aide les élèves à être autonomes beaucoup plus tôt et à interagir avec les autres citoyens beaucoup plus tôt. Et cela est valable dans l'autre sens. L'école, pour tous, amène les enfants qui n'ont pas de handicap à grandir au contact de la différence, au contact de l'autre. C'est de cette manière que nous pourrons fonder une société nativement inclusive, nativement solidaire, bienveillante et accueillante. L'étude de transférabilité dont il est question aujourd'hui a donc des répercussions bien plus vastes que ce que l'on croit au premier abord. C'est à ce constat que je voulais vous amener et sur ces mots, je voulais terminer. Un grand merci à toutes et à tous, aux personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cette journée. Et pour finir, je voudrais dire que Éléonore a dit tout à l'heure que c'était remarquable, que c'était complexe, mais je crois savoir que vous commencez à nous donner les clés et il reste à lever les verrous. Bonne journée à tous. Je crois que vous avez déjà répondu en partie à la question qu'avait Maëva, qui était, alors elle le disait avec ces mots à la place d'ambition, c'était votre envie à vous, donc peut-être avec une réponse peut-être plus personnelle ou avec le cœur, je dirais, pour dire à Maëva, alors qu'est-ce que vous avez envie de faire demain pour aller porter cette école inclusive dans les territoires ? Bien, l'envie de faire, je l'ai commencé il y a 2 ans, puisque je suis député que depuis juin 2022. Antérieurement, j'étais maire d'une commune de 8000 habitants, très impliqué sur le handicap. Alors, pas forcément à l'école, je dirais, mais avec l'accueil d'habitat partagé, avec une masse. Et donc, j'ai vécu, comment dire, l'approche du handicap par ces expériences. Mais depuis maintenant 4 ans, et notamment, j'étais au départ très investi sur le grand âge. Et donc, depuis 2 ans, je travaille sur le handicap et l'inclusion et je découvre comment dire, toutes les difficultés, tous les verrous à lever. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part d'Éléonore sur l'implication à la fois de l'éducation nationale, à la fois du médico-social, à la fois des collectivités. Et pour répondre à une personne tout à l'heure qui a posé une question sur oui, le financement de l'éducation nationale avec la baisse des effectifs, c'est vrai qu'il va y avoir plusieurs dizaines de milliers d'étudiants en moins dans les 10 ans qui viennent, mais je milite pour le fait qu'il ne faut pas diminuer les budgets d'éducation nationale parce que justement, il va falloir développer l'accompagnement, comme ça a été dit tout à l'heure, et il y a besoin de moyens. Et donc, je milite pour qu'il n'y ait pas justement de diminution au niveau du budget d'éducation nationale si on veut réussir l'inclusion et tout l'accompagnement des AESH, ça a été dit, qui pour moi est un vrai métier essentiel. Donc, c'est important d'avoir des personnes qui soient formées, qui bénéficient d'un travail à temps plein, qui ne soient peut-être pas attachés à un élève, mais plus attachés à une école. Enfin, ça, je l'ai perçu comme ça tout à l'heure. Mais voilà un petit peu ce que je pense sur le sujet. Merci beaucoup, François. En résumé, c'est bien, parce qu'il nous dit qu'il va se battre pour qu'effectivement, on ait les moyens de mettre en place ces politiques d'école inclusive.